Nous sommes réunis ici à Oradour, ministres, ambassadeurs, élus, amis français, amis allemands, familles, pour rendre un ultime hommage à Robert Hébras. Robert Hébras était un survivant du plus grand massacre de civils commis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, il s'est muré dans le silence. Pourquoi lui avait-il pu s'échapper et pas les autres? Comment vivre quand sa mère, deux de ses sœurs et tout son village avaient été horriblement massacrés? Comment croire en l'avenir quand le présent vous brûle encore? Longtemps, Robert Hébras avait considéré, pour ne pas réveiller l'innommable et ne pas être emporté par la douleur et le chagrin, qu'il valait mieux se taire et garder pour lui les souvenirs indélébiles d'un jour funeste, ce 10 juin 1944, quand la division d'Aizrach, après avoir la veille exécuté par pendaison 99 martyrs dans la ville de Tulle, était venu le lendemain donc pour supplicier 643 hommes, femmes et enfants. Longtemps, Robert Hébras avait cherché refuge dans sa famille, dans son travail, dans son garage, pour ne pas sombrer. Longtemps, il était venu humblement à toutes les commémorations du 10 juin pour se recueillir devant les victimes de ce terrible massacre et partager la peine des familles endeuillées, sans évoquer le sujet à d'autres. Comme si l'épouvantable, c'est-à-dire l'inhumain, ne pouvait être prononcé, était devenu indicible. Mais il n'était pas question pour Robert Hébras d'oublier ou de pardonner. Il avait donc tenu à venir au procès de Bordeaux en 1953, qui jugeait une partie des soldats SS qui avaient commis l'irréparable. De même que 30 ans plus tard, en 1983, il s'était rendu, là encore, en Allemagne pour un autre procès qui jugeait un des officiers responsables de cette tragédie. Longtemps, Robert Hébras a pensé que témoigner devant les tribunaux suffisait et que l'essentiel était que la justice puisse passer. Sa parole devait simplement détailler, hélas, l'atrocité des faits dans leur précision diabolique pour punir les coupables. Et puis un jour, en 1985, lors de ce voyage à Nuremberg, en présence de Willy Brandt, Robert Hébras, pour la première fois, s'est exprimé en public sur Oradour. Et hors des prétoires, il a voulu à son tour témoigner. Il a rencontré des Allemands et il a compris qu'il devait consacrer sa vie, le reste de sa vie, à unir et à transmettre. Il avait ce souci d'agir à la fois pour la mémoire et la réconciliation, pour sauvegarder non pas les souvenirs, mais tout simplement le sens et la portée de ce qui avait été commis ici à Oradour. Alors Robert Hébras s'est fait d'abord historien, à travers les livres qu'il a pu écrire, et notamment le premier qui décrivait heure par heure le drame humain de ce village massacré. Il s'est fait aussi conteur en multipliant les rencontres, notamment dans les établissements scolaires, et en veillant à parler toujours de ce qu'il avait vécu. Il s'est fait guide
en accompagnant les visiteurs du village assassiné, d'où qu'ils viennent, pour qu'ils comprennent ce qui s'était produit ici. Il s'est voulu aussi militant en œuvrant avec les élus de la Haute-Vienne, et notamment le Conseil général présidé alors par Jean-Claude Perronnet, pour que fût ouvert un centre de la mémoire ici à Oradour, centre de la mémoire qui fut inauguré par Jacques Chirac en juillet 1999. Il s'est fait aussi transmetteur en veillant à ce que sa petite-fille Agathe puisse aussi écrire le dernier ouvrage. Et aujourd'hui, le Centre de la mémoire, qui doit beaucoup au conseil départemental présidé par Jean-Claude Leblois, va forcément agir pour que, au-delà des témoins aujourd'hui disparus, il puisse y avoir ce travail de recherche déjà engagé depuis près de 30 ans, travail scientifique admirable, accueil des chercheurs, projet qui puisse associer les universités, lien avec l'éducation nationale et aussi des investissements importants pour faire en sorte qu'une scénographie avec un comité scientifique puisse renouveler les messages qui peuvent ici être transmis à Oradour. Et donc, ce travail de mémoire ne pouvait suffire à Robert Hébrasse, parce qu'il voulait aussi œuvrer pour la réconciliation. Robert Hébrasse n'entendait pas faire peser, ça a été dit, aux nouvelles générations, la faute qui avait été commise par les précédentes en Allemagne. Il avait donc le souci de bien distinguer ce qui relevait du totalitarisme et de la barbarie et ce qui devait être au service de la paix. Européen fervent et pris également de paix et républicain fraternel, il travailla donc inlassablement au rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et qui d'autre que celui qui avait été ici à Oradour, qui avait vécu l'horreur, qui d'autre que lui pouvait ainsi œuvrer pour l'amitié entre la France et l'Allemagne. C'est ainsi que le 4 septembre 2013, il reçut le président Joachim Gauck, le président allemand, en ma présence, pour unir à tout jamais nos deux peuples, sans que rien ne puisse être effacé. Je me souviens de ce moment si particulier où nous étions tous les trois dans l'église que nous connaissons en ruine et où nous nous sommes tenus, où nous avons été soucieux de nous tenir la main, de nous enlacer, et où un moment, seul dans cette église, une fois encore, Robert Hébrasse a parlé. Il a dit ce qu'il savait de ce qui s'était produit dans cette église, et j'ai vu le président allemand pleurer. Robert Hébrasse avait cette double volonté, la mémoire et la réconciliation. Mais il savait aussi que si son message devait être entendu, il devait être aussi celui de la vigilance. Il était lui aussi heurté, frappé, bouleversé par des autres drames qui se produisaient dans le monde. Ailleurs, loin d'ici, au Moyen-Orient, en Afrique, il savait aussi les génocides qui s'étaient produits, la Shoah. Il savait ce que représentait l'horreur. Et il voulait que la mémoire de Oradour ne serve pas simplement à évoquer une tragédie ici, en France, mais que ça puisse être aussi la réunion de toutes les mémoires, pour que le pire ne puisse plus être vécu et que le meilleur puisse être un moment espéré. Il avait été très marqué par les attentats du Bataclan, parce qu'il y voyait la même barbarie. Il savait, lui aussi, que l'horreur, que la barbarie, justement, ne connaît pas de frontières, de religion, pas de limites, qu'elle n'appartient
à aucune société en particulier, mais hélas à toutes. Et qu'il faut donc inlassablement défendre des valeurs qui non seulement sont les nôtres, ici en Europe, mais valent partout dans le monde. Et lorsqu'il se produit une guerre, et il a été jusque-là présent pour la connaître, cette guerre en Ukraine, qu'il y a vu ces images, qu'il y a vu ces écoles bombardées, ces hôpitaux également visés par l'artillerie russe, sans doute a-t-il pensé, là encore, que ce combat-là n'était pas terminé. La démocratie, la liberté et aussi l'universalisme méritent toujours, plus que jamais, d'être défendus. En rendant hommage à Robert Ebras, c'est aussi le moyen pour nous tous de ne jamais subir, de ne jamais fermer les yeux, de ne jamais renoncer et de continuer à parler comme il le faisait, à témoigner, à agir pour qu'il puisse être prouvé aux jeunes générations que nous pouvons non seulement vivre en paix, mais que nous pouvons éviter de nous haïr, de nous détester et de nous séparer. Plus que jamais, le message de Robert Ebras mérite d'être entendu, et s'il n'est plus là aujourd'hui, sa voix ne s'éteindra pas.